Bienvenue au musée Hébert, un des 11 musées du département de l'Isère. Vous êtes ici dans la maison de famille d'Ernest Hébert, une maison de campagne qui est aujourd'hui dans l'agglomération de Grenoble, mais qui était vraiment à la campagne au XIXe siècle. Et on a la chance de découvrir ici une très belle demeure du XVIIe siècle qui a été aménagée, transformée, qui est devenue un musée en 1934 grâce à Gabrielle Hébert, qui est l'épouse d'Ernest Hébert, premier musée privé, et depuis 1979, qui est un musée du département de l'Isère. Ernest Hébert est un peintre aujourd'hui un petit peu oublié. Il est né en 1817, il est mort en 1908. Mais de son vivant, ça a été un très grand peintre à qui on a passé beaucoup de commandes, qui a reçu des honneurs vraiment importants, et notamment sous le Second Empire, sous Napoléon III et sous la Troisième République. Ce sont des choses que l'on découvre dans tout le parcours de l'exposition. Et ce qui est intéressant dans ce musée, c'est qu'on a la partie intime, la vie familiale dans une maison bourgeoise du XIXe siècle, mais on a aussi l'histoire d'un peintre, de sa formation, de son art, de son style, qu'on découvre également dans ce musée. Alors nous sommes ici dans la salle à manger de la Villa Hébert. Nous sommes donc rentrés à l'intérieur de cette belle demeure qui est attestée au XVIIe siècle. La salle à manger qui a été réinstallée, réaménagée pour qu'on puisse se rendre compte du mode de vie au XIXe siècle d'Hébert et de sa famille. Ses parents étaient séparés, donc plutôt avec sa mère qu'il a passé du temps ici. Et donc c'est un endroit chargé de souvenirs de la famille d'Ernest Hébert, avec notamment de la vaisselle, ces assiettes qui ont été peintes par Amélie Hébert, qui aimait la peinture sur porcelaine, donc des assiettes toutes différentes, une vingtaine d'assiettes, mais aussi ses collections à elle, ses collections de céramique. Vous avez ici des faïences de la Tronche, des faïences de divers endroits, mais notamment de celles produites ici même à la Tronche. Alors, au rez-de-chaussée de cette maison, vous trouvez également le salon, qui est une très belle pièce, un salon bourgeois où on accueille des convives. Et ce salon est également décoré, orné de souvenirs familiaux, de tableaux d'Ernest à l'époque très jeune, qui apprend le dessin à l'école de dessin de Grenoble. On trouve également des tableaux d'Hébert qu'il fait jeune. Il représente par exemple son père et sa jeune voisine au piano. Et ce pianoforte qui est représenté dans le tableau, on le trouve aussi dans le salon. Il faut savoir que la musique fait partie on va dire des qualités que les enfants de la bourgeoisie ont, en fait. On les incite à étudier la musique. Et Ernest Hébert sera un très grand musicien, un violoniste notamment. Et jusqu'à la fin de sa vie, il va pratiquer le violon. Et sur la pierre tombale qui se trouve dans le jardin du musée Hébert, puisqu'Ernest Hébert est enterré dans le domaine, on trouve une palette de peinture et un violon. Nous sommes ici dans l'atelier, qui est l'endroit idéal pour évoquer les techniques employées par Hébert. Et cet atelier a été construit par Ernest Hébert en 1875 par un architecte grenoblois, Riondé. Et il fait appel à cet architecte parce qu'il veut un endroit où travailler lorsqu'il vient à la Tronche. Il est la plupart du temps entre Rome et Paris. Et lorsqu'il revient ici, souvent l'été, il a le souhait de pouvoir peindre dans un endroit adapté. Et donc on peut découvrir dans cet espace de l'atelier son matériel, des œuvres comme s'il était en train de les réaliser, des œuvres qui ne sont pas terminées. Et c'est vraiment aussi intéressant d'avoir ces objets, cette chaise par exemple, qu'il avait en Italie, qu'il a beaucoup utilisée, qu'on voit sur des photographies de Gabrielle Hébert. Et c'est une chaise en cuir de Cordoue sur laquelle il aimait peindre. On voit sa boîte de couleurs qui est un objet forcément très emblématique pour un peintre, avec une palette, une grande palette et des couleurs sur celle-ci, des pinceaux à long manche. Les peintres s'assoient assez loin
des chevalets et peignent finalement avec une certaine distance. Ernest Hébert dessine beaucoup. Il dessine en utilisant différentes techniques, le pastel, le crayon, la sanguine, le fusain. Et c'est tout ce que l'on découvre dans la vitrine qui se trouve également dans l'atelier, c'est-à-dire tout son matériel. Et il faut bien avoir en tête qu'un bon peintre est avant tout un très bon dessinateur et qu'Ernest Hébert est un très grand dessinateur. Alors vous voyez au-dessus de moi dans cet atelier qui domine une maquette. Alors ça paraît être évidemment une œuvre assez importante qui est peinte sur bois, mais c'est un modèle réduit d'une œuvre monumentale qui se trouve aujourd'hui au Panthéon et à Paris. Et qui est un décor qui a été commandé à Ernest Hébert. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte à quel point Ernest Hébert est un artiste très renommé, puisqu'on lui passe une commande d'envergure pour un monument extrêmement important en plein cœur de Paris. Et on lui demande de représenter, alors vous avez ici le Christ, l'ange Gabriel, et puis Sainte Geneviève, la Vierge et Jeanne d'Arc, qui sont les personnages représentés sur ce sort de cul-de-four. Et ça va être un modèle pour la fabrication d'une mosaïque, puisque ce qu'on voit au Panthéon est une mosaïque. Et on voit qu'Ernest Hébert est très inspiré et très imprégné d'Italie, et aussi d'art byzantin. Il reproduit ce fond d'or. Et on sait qu'il est allé étudier à Ravenne, voir les mosaïques, faire un voyage d'études en Italie, justement pour retrouver cet art finalement un peu simple, un peu figé, avec des cernes autour des personnages, d'une grande simplicité. Et on voit qu'ici, il y a vraiment la volonté de revenir aux sources d'un art finalement pur et simple qu'il appréciait particulièrement. Nous sommes ici dans la salle de la formation de l'artiste, en fait, qui nous permet de découvrir comment Ernest Hébert est devenu peintre, tout simplement. Et il a appris la peinture à l'école de dessin de Grenoble, à l'école municipale. Son maître était Benjamin Rolland, qui était conservateur du musée de Grenoble et peintre d'histoire, et qui donc enseignait les rudiments de la peinture. Et très tôt, Ernest Hébert s'est rendu compte que c'est ce qu'il voulait faire. Il voulait être peintre. Et il a écrit à sa mère, assez jeune, « Je serai peintre ou rien du tout ». Évidemment, son père, qui est notaire, n'avait pas tout à fait le même point de vue et aurait vraiment aimé que son fils succède voilà, dans cette lignée de notaires depuis 3 générations. Mais Ernest Hébert va finalement tenir le coup, puisqu'il va aller à Paris, alors au départ pour des études de droit, mais il va également entrer à l'école des Beaux-Arts et il va comme ça se former pendant plusieurs années pour passer le fameux concours du Prix de Rome. Alors le concours du Prix de Rome, c'est le Graal pour les artistes et notamment pour les peintres. C'est un concours extrêmement sélectif et un peintre qui remporte ce concours peut aller se former ensuite pendant 5 années en Italie, à Rome, à la Villa Médicis, qui est l'Académie de France à Rome. Et Ernest Hébert va avoir un parcours extraordinaire, c'est-à-dire qu'il va réussir du premier coup ce concours que beaucoup de peintres tentent et n'obtiennent jamais. Et grâce à ce tableau, la Coupe de Joseph, c'est donc le prix de Rome, le sujet du prix de Rome qu'il remporte en 1839 et qui lui permet d'accéder à l'Italie et qui va lui permettre de passer des années extraordinaires. Et on sait que par la suite, il va passer plus de 30 ans de sa vie en Italie. C'est pour vous dire à quel point il va tomber amoureux de ce pays et de cette culture. Vous avez derrière moi des œuvres qui sont des envois. Et les envois, ce sont finalement des devoirs obligatoires, on va dire, que les élèves à la Villa Médicis se doivent de réaliser. Vous avez un camarade d'Ernest Hébert qui a fait cet envoi que l'on voit derrière moi et qui s'appelle Léopold Chambard. Et vous avez de part et d'autre 2 œuvres réalisées par Ernest Hébert, 2 années successives, et pour montrer à quel point il progresse, il s'inspire de l'Antiquité, il copie les grands maîtres, il est imprégné d'Italie.
Alors le tableau de la malaria, c'est un tableau extrêmement important dans la carrière d'Hébert parce qu'il a été peint en 1850. Il représente des personnages sur une barque qui semble avancer sur un fleuve, une ambiance assez pesante. Et en fait, ce tableau évoque le palu. Et il faut savoir que dans les marais qui entouraient Rome, il y avait vraiment des conditions sanitaires très, très compliquées. Et cette malaria, elle était catastrophique pour la santé des gens qui vivaient, notamment des paysans qui travaillaient aux alentours de Rome. Et donc finalement c'est un tableau assez contemporain qui parle d'épidémie et qui fait néanmoins référence à l'Antiquité et aussi à la mythologie, c'est-à-dire au passage du Styx par Charon. Donc on voit bien que ce bâtonnier là, qui fait passer ces gens, on ne sait pas s'il les emmène vers la vie ou vers la mort, en tout cas le doute plane. Et ce très beau tableau a été présenté dans un format plus important au Salon. Le Salon qui est le lieu d'exposition où les artistes souhaitent tous être vus au XIXe siècle à Paris. Il tient son nom du Salon Carré du Louvre. Plus de 4000 artistes se pressent pour être exposés. Il y a un jury, on n'entre pas comme ça, on n'expose pas comme ça au salon. Et Ernest Hébert va pouvoir accrocher cette toile de la malaria et les critiques vont être excellentes. Et le tableau va être encensé et il sera acheté par l'État. Et c'est pour ça que le tableau original, celui qui a été présenté au salon, est aujourd'hui exposé au musée d'Orsay. Et nous en avons ici un modèle réduit, réalisé également par Ernest Hébert. Le musée Hébert fait partie du réseau des 11 musées départementaux et c'est un musée gratuit comme les autres musées qui vous accueille évidemment dans ses murs mais aussi dans son parc avec ce beau jardin de 2,5 hectares qui offre tous les premiers dimanches du mois une visite guidée gratuite pour les visiteurs qui souhaitent découvrir ce parcours à la fois de la maison mais aussi de la formation de l'artiste. Retrouvez davantage d'informations sur musée.isère.fr.